Voilà, bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Transversal, le nouveau rendez-vous de Pâté Sport. Cette nouvelle émission est un pari sur le sport en général, un pari pour dire que le sport n'est pas seulement une hygiène de vie, un métier ou un spectacle, mais qu'il est aussi un enjeu de société, une discipline qui doit tenir sa place, toute sa place, dans le débat public. C'est aussi un pari sur vous, sportif ou pas, sur vos désirs et sur vos attentes, des retransmissions d'événements exceptionnels, certes comme celles que vous offre Pâté Sport, mais aussi un coup de projecteur sur les coulisses, les dessous de la compétition, la petite et la grande histoire de votre sport favori, bref, ce petit plus sur le sport que vous aimez, que vous pratiquez et qui fait toute la différence. C'est enfin un pari sur nous, sur notre capacité à vous faire partager nos passions et nos coups de foudre pour des histoires qui mêlent sport et société, sport et culture, sport et politique. Premier numéro et premier pari qu'on va intituler pour faire court la guerre des deux rugby. On connaît, on suit, on s'enthousiasme pour les matchs du tournoi des 5 nations, pour les Coupes du Monde ou pour les test matchs. On connaît aussi, on suit, on s'enthousiasme, surtout sur Pâté Sport, pour le monde du rugby à 13 en France, en Angleterre ou en Australie. On sait même qu'entre le 13 et le 15, il y a, disons, une sérieuse rivalité. Mais qui sait qu'entre le 13 et le 15, il y a un contentieux qui dépasse et de loin le cadre sportif. Qui sait vraiment qu'entre les frères ennemis du rugby, il y a des différences de classe, de terroir, de philosophie du jeu et de la vie. Et qu'il y a même eu en France, du moins, une lutte à mort, aux époques les plus sombres de notre histoire, quand sur ordre de Pétain, Vichy a supprimé d'un trait de plume le rugby à 13 pour cause d'incompatibilité avec la Révolution nationale. Alors de toutes ces questions, nous allons débattre avec nos invités. Jean-Paul Ferret, président de la Fédération de rugby à 13, Pierre Villepreux, ancien international et directeur technique national du rugby à 15. Mike Rylance, journaliste spécialisé, qui exerce ses talents outre-Manche. Henri Garcia, ancien rédacteur en chef du quotidien L'Équipe. Jérôme Guisset, international à 13, qui joue dans l'équipe britannique de Warrington. Et puis Jean-Charles Degnaud, donc, qui a réalisé le documentaire qui va suivre, journaliste lui-même et réalisateur de nombreux documentaires. Mais avant, comme ce sera désormais l'habitude dans Transversal, place au document. C'est un document réalisé, comme je vous l'ai dit, par Jean-Charles Degnaud, qui a recomposé pour vous la grande saga du 13. Voici donc Envers et contre tous. On se retrouve dans 52 minutes pour le débat. A tout de suite. Automne 2000, finale de la Coupe d'Angleterre de rugby à 13 à Manchester. L'équipe de Wigan affronte St Helens. Le célèbre stade du Manchester United est bourré comme un œuf. 65 000 spectateurs. Ambiance surchauffée. Le match est commenté en direct par deux Français passionnés, Louis Bonnery et Rodolphe Pires. Vous voyez que Robinson, attention, est à l'arrière vers Labiski, la croisée, le ballon, oh c'est bien joué pour Brett Dallas. Dallas qui est plaqué à hauteur de 10 mètres, le ballon qui sort pour l'équipe des Warriors, l'attaque, attention, il y aura un surnom pour vous, ça peut aller au bout avec Farrell qui fixe et qui va dans les ballons. Oh, Farrell qui a cherché de jouer l'intérieur, Farrell qui a gardé le ballon. Et bon plaquage, bon retour défensif de l'équipe de St Helens, Frank Endacott. Il y avait quelque chose de mieux, mais sur la percée de Ralniski ici, du côté droit du terrain, le jeu a bien rebondi du côté gauche. Oh là là, quel début de match! Ce rugby à 13 qui rassemble de telles foules en Angleterre a une longue et chaotique histoire. Une histoire marquée par un schisme, la séparation du 13 et du 15, une histoire pleine de fureur qui débute au 19e siècle comme une légende au nord de Londres dans une petite ville, Rugby. Les étudiants, futurs baronnets, probables vicomtes, boivent sec, bière, whisky et pratiquent le football. On raconte qu'un jour de 1823,
un certain William Webb Ellis, avec un joli mépris pour les règles du football, prit la balle à pleine main et alla la déposer derrière la ligne adverse. Il venait d'inventer le rugby, qui se jouera à 20, puis à 15. Bientôt, dans les universités du sud de l'Angleterre, on pratique en dilettante ce nouveau sport à la mode. Au fil des ans, les clubs essaiment vers le nord du pays, vers cette région de Manchester, où bat le cœur industriel de l'immense empire anglais. On travaille l'acier, le cuir, la laine, venus du Commonwealth. De toutes les régions d'Angleterre convergent ici manœuvres, ouvriers, mineurs, qui s'éprennent bientôt de ce sport viril. Autour des mines, il y avait beaucoup d'équipes, et spécialement autour de Wakefield, Castleford et Featherstone. Il y a un dicton qui disait « Si on était à court pour trouver un bon avant, on criait dans le puits de la mine, et il y en avait un qui montait immédiatement. » La plupart des équipes de cette région étaient constituées de mineurs, et comme on travaillait dur, on jouait dur aussi. Dans cette période de boom industriel, la lutte des classes n'est pas un vain mot en Angleterre. Les conditions de vie et de travail des mineurs sont extrêmement pénibles. Ce sont les enfants qui se glissent dans les étroits boyaux pour sortir le charbon à la main. La journée de travail est de 12 heures. La silicose, grave maladie des mineurs, fait des ravages. Les ouvriers commencent donc à s'organiser. Les syndicats apparaissent et les premières grèves sont durement réprimées. Le rugby n'est pas épargné par cette lutte des classes. Un jour de 1895, les responsables de 21 clubs ouvriers se réunissent au George Hotel à Huddersfield et prennent une grave décision. Nous sommes devant la plaque qui commémore la réunion historique du 29 août 1895, au cours de laquelle a été constituée la Ligue du Nord de rugby, qui est devenue en 1923 la Ligue de rugby à 13. La cause principale de cette séparation est née du fait que la majorité des joueurs dans le Sud étaient d'origine aristocratique. Ils disposaient d'argent, ils ne jouaient pas seulement pour le sport, mais pour passer le temps. Dans le nord de l'Angleterre, ils jouaient devant beaucoup de spectateurs, avec beaucoup d'enthousiasme. C'étaient des travailleurs, des ouvriers, des mineurs. On attendait d'eux qu'ils jouent au rugby le samedi, et en plus sans être payés, alors cela a créé des tensions. Les aristocrates et les organisateurs qui avaient de l'argent en jeu refusaient catégoriquement de payer qui que ce soit. Cela a entraîné la scission. C'est ainsi que la Ligue du Nord a été créée. Les joueurs étaient payés, ils jouaient devant des milliers et des milliers de spectateurs. Ils payaient 6 pence, soit approximativement 5 francs pour entrer sur le stade. Les clubs avaient donc de l'argent. C'est ainsi que la Ligue du Nord a pu se faire une place et payer ses joueurs pour ses matchs du samedi. Ça nous a amené au rugby à 13 que nous connaissons aujourd'hui. Depuis cette fameuse soirée du George Hotel, le clivage est désormais très net en Angleterre. Un rugby d'ouvriers, le 13, et un rugby d'aristocrates, le 15. Qu'est-ce que ça vous fait alors d'être ici? C'est un lieu mythique pour le rugby à 13. Pour nous, c'est un plaisir renouvelé. La première fois, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, chaque fois, c'est toujours pareil. On pense qu'on va s'habituer, mais on ne s'habitue jamais. C'est toujours aussi, on est toujours aussi sensible quand on est ici. Et vous êtes plus jeune et c'est la même sensation? Oui, absolument. Quand on vient ici, on sent le poids de la tradition du rugby à 13. On sent que c'est un sport qui est centenaire et qui a été très pratiqué ici, très apprécié par tous. Et venir ici, c'est comme venir visiter un musée, sauf que c'est un musée vivant. Il y a partout des photos de pratiquants, il y a partout des photos des plus grands moments de l'histoire de ce sport. Donc venir ici, c'est un endroit incontournable parce que c'est un endroit vivant et qui nous ramène à l'histoire de ce jeu. On vient dans cette région jouer dans un premier temps, puis on la découvre et puis on se prend à l'apprécier. Et puis quand on y revient, c'est toujours avec plaisir, surtout quand on revient dans des endroits comme le George Hotel, où finalement, si nous existons, c'est parce qu'une nuit ici, il y a eu des choses sérieuses qui se sont passées. Sous la neige, 31 décembre 1933, premier match de rugby à 13 de l'histoire, joué en France. C'est là une simple démonstration, et il sied de remercier les équipes d'Angleterre et d'Australie d'avoir choisi pour la faire le stade Pershing.
le but poursuivi par ces maîtres du rugby que sont nos amis d'outre-Manche est de moderniser, de régénérer ce jeu et de lui rendre l'éclat que le jeu à 15 n'a plus. Le nouveau règlement a simplifié le décompte des points. Laissez vos 3 points. Le but, quel qu'il soit, 2 points. Mais la règle liminaire prescrit que 6 joueurs, disposés sur 3 rangs, doivent seulement prendre part aux mêlées. Tous les autres doivent s'abstenir. Telles sont les notions essentielles du rugby à 13. La règle essentielle, c'est quand même la règle du tenu. Et c'est vraiment là qu'est la différence entre les deux rugby, puisque lorsqu'on est plaqué au rugby à 15, on doit lâcher la balle, et le porteur de balle, lui, ne peut plus disputer le ballon. Ce sont tous les autres joueurs qui peuvent se la disputer. Alors qu'au rugby à 13, c'est tout à fait le contraire. C'est celui qui a été, entre guillemets, mis à la faute, donc plaqué, qui est le moteur du redémarrage de l'action. Donc c'est le joueur qui est chargé, en quelque sorte, de réparer sa propre faute. C'est complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on donne une chance à l'erreur. C'est un sport très humain, alors que j'allais dire le rugby à 15 demeure un sport de notoriété divine, puisque l'individu doit s'en remettre à des forces extérieures à lui pour être sauvé. Le rugby à 13 favorise principalement les qualités individuelles, alors que le rugby à 15, si je puis dire, demande aux joueurs de laisser leur personnalité au vestiaire, de façon à ce que dans l'arène sportive, ils s'inféodent aux normes imposées par le groupe. Aujourd'hui, les conséquences, c'est qu'il est facile d'enseigner à des enfants les règles du rugby à 13. Je dis bien, il est facile d'enseigner les règles, parce qu'après, le paradoxe du rugby à 13, c'est que lorsqu'ensuite on veut monter le niveau, eh bien, il faut, au niveau technique individuel, au niveau technique collectif, autant de travail que pour n'importe quel sport lorsqu'on veut jouer à un haut niveau. À la fin du 19e siècle, au moment de la scission, le rugby à 15 est déjà puissant en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France. Le 13, lui, se cantonne dans les régions ouvrières du nord de l'Angleterre, puis, dans les années 1900, il essaime rapidement en Nouvelle-Zélande et en Australie. Celui qui va importer le rugby à 13 en France, c'est cet homme, Jean Gallia. Joueur de rugby à 15 à Quillan, il a été radié par la Fédération française pour professionnalisme. On l'accuse d'avoir touché de l'argent en passant du club de Quillan à celui de Villeneuve. Ce nouveau sport, pour le pratiquer, il faut d'abord le connaître et donc aller l'apprendre à la source. Jean Gallia monte les Gallia Boys et il s'en va avec ses disqualifiés pour amateurisme ou autre, avec 17 joueurs s'en vont et vont en Angleterre. Alors, bon, ils font les premières armes, mais c'était des joueurs de talent, 17 joueurs de talent. Et moi, j'ai regardé le calendrier, il y a un calendrier qui était des manques, mais ça, c'est Gallia qui était quand même l'impresario, puisque lui, il avait fait signer, c'était lui qui est le patron, c'était professionnel, hein. Il les fait jouer tous les 2 jours et demi, c'était beaucoup. De retour, Jean Gallia fonde la Ligue française de rugby à 13. Il existe dès lors 2 manières de pratiquer le rugby en France. Alors là, ils vont essaimer, c'est-à-dire ils se disséminent et ils fondent des clubs. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Gaston Amila, Lolo Fabre, tout ça, ne sont pas venus à Lézignan. Ils ne sont pas venus à Lézignan pour faire un club ou à Carcassonne. Non, pas venus. À ce moment-là, ils sont allés à Lyon, Lyon-Villeurbanne, il y en avait un peu partout, Menton, Saint-Martin, tout ça a été disséminé. C'est eux qui ont importé le rugby à 13 en France. Voilà, c'est eux, 17. 17. Une équipe de France est constituée. Elle participe aux rencontres internationales de rugby à 13. Voici l'entrée des joueurs sur le terrain. Les Français en culotte blanche sont précédés par Gallia, leur capitaine. Sanglé Braus précède ses équipiers en maillot blanc. Les 2 capitaines se saluent et Gallia tire au sort le terrain. Mêlée pour l'Angleterre. Notre mêlée, Carrero sur Rousier qui sert Giral, Cossarieux à la balle. Il la donne à Noguer, il lance Cougnac. C'est laissé. Rousier transforme. C'est la mi-temps. Les Français portent les traces des chocs avec leurs athlétiques adversaires qui mènent par 17 à 7.
En seconde mi-temps, les Français s'accrochent et Florin réussit un beau plaquage. Et les Anglais gagneront par 25 à 7. Ce qu'on peut analyser, c'est que le rugby à 13 a amené un modernisme décisif dans la gestion du sport, en ce que les joueurs signaient des contrats à durée déterminée, c'est-à-dire pour la saison en cours, avec, entre guillemets, leurs employeurs dirigeants trésistes. C'est-à-dire qu'au terme d'un contrat, les joueurs et les dirigeants étaient libres. Alors que le football, qui venait en France d'accepter le professionnalisme, faisait signer des contrats à vie, c'est-à-dire que les joueurs de foot, en 1932, signaient des contrats jusqu'à l'âge de 35 ans et de leur propre initiative ne pouvaient absolument pas quitter leur club si leurs dirigeants n'en étaient pas d'accord. Donc ce qu'amenait le rugby à 13, c'était une conception complètement moderne, radicalement différente, et je crois pouvoir analyser en tant qu'historien, si vous voulez, c'est que l'ensemble du sport français amateur à l'époque, il faut se remettre dans les années 30, a voulu éviter la contamination trésiste. S'il s'est développé un peu partout en France, il s'avère au fil des ans que le fief du rugby à 13, comme celui du 15 d'ailleurs, c'est le sud-ouest. C'est là que ces deux sports, frères ennemis, s'implantent vraiment dans la culture locale. Le 13, lui, a fait souche dans le Languedoc-Roussillon, Lézignan, Villeneuve, Carcassonne, Limoux, le pays cathare. Cette région de vignes, broyée par les guerres de religion, cette région entourée de citadelles, se méfie depuis toujours du pouvoir central. Elle entretient une culture d'opposition. C'est une région d'irréductibles. On a souvent essayé de chasser les autochtones, les gens de ce pays, mais qui ont été repoussés, si vous voulez, mais ne sont jamais partis. Ils se sont retranchés dans les collines, dans les montagnes, mais ce pays a su garder ses racines parce que les hommes ont su rester dans ce pays, n'ont voulu jamais partir, malgré les passages des différentes civilisations. Le rugby à 13, ça fait partie de notre vie. Quand une saison s'achève, il nous tarde que la prochaine commence. C'est un peu comme les vendanges. Vous savez, quand on a vendangé, on fait le vin. Et puis, une fois que le vin est fini, on retourne dans les vignes, on prépare la récolte suivante. Quand le carnaval s'achève à Limoux, il dure 3 mois. C'est un des plus longs carnavals de France. Quand il s'achève, on attend que le prochain arrive avec impatience. Tout ça, c'est vraiment, c'est nous, les Mouxins, et c'est le rugby, c'est la blanquette, c'est le vin et toute notre culture. Nous pouvons identifier clairement ici, quasiment quartier par quartier, village par village, ceux qui sont les supporters de Lézignan, de Carcassonne ou de Limoux 13, je parle en rugby à 13, mais également ceux qui sont supporters d'une manière plus large du 15 ou du 13. Bon, donc les adjectifs de 15istes ou 13istes circulent facilement dans le langage quotidien. Donc il y a les lieux de fréquentation des uns, les lieux de fréquentation des autres. Il y a des fois des interférences, mais des fois il n'y en a pas du tout. Et puis même, je dirais presque qu'il y a parfois des évitements. Mais il n'en reste pas moins que tout le monde peut avoir ses convictions et qu'on tolère qu'on n'ait pas forcément les mêmes, mais que si on avait celle de l'autre, ce serait que bien. La guerre des rugby en pays cathare a un petit côté cloche-mère les bons enfants qui fait partie du folklore local. Albert Ferras, président de la Fédération française de rugby à 15, a ferraillé contre les trésistes pendant près d'un quart de siècle. J'avoue que je me suis battu avec Villeneuve, parce que Villeneuve c'est 30 km. Bon, j'ai réussi à leur coller un peu à 15, parce que bon, vous comprenez, quand vous êtes dans une ville où vous êtes trésiste, que vous voyez arriver des 15, ça ne fait pas rigoler. Et le contraire vrai également, il ne faut pas penser qu'il y avait guère que nous qui avons des défauts, il n'y a pas que non plus. Alors est-ce exagéré de dire, moi je ne vais pas acheter mon pain chez tel boulanger parce qu'il est 15iste? C'est pas exagéré non, parce que ça se fait. Donc, je crois qu'il ne faut pas se masquer l'évidence. Ça se fait, peut-être à tort, mais ça se fait. Donc dire que ça n'existe pas, ce serait pas correct. De là à dire que tout se passe comme ça, c'est pas vrai non plus. Mais on est obligé de reconnaître que dans le grand territoire du rugby à 13, les convictions s'affirment sur des détails que peuvent être le choix d'un magasin plutôt que d'un autre. Ça, c'est vrai.